Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Sans Tabou. Comme chaque mois, nous vous proposons un documentaire sur un sujet de société, puis un débat avec nos invités. Ce soir, nous allons parler de santé, la santé qui fait la une de l'actualité presque quotidiennement cette année avec cette pandémie de Covid-19. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas nous intéresser au coronavirus, nous allons plutôt vous montrer une expérimentation lancée il y a plusieurs années dans l'hôpital de Lausanne en Suisse. Dans cet immense centre hospitalier qui compte 1400 lits, il y a un service que l'on trouve dans peu d'hôpitaux du monde, le service des accompagnateurs spirituels, présents 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ils sont catholiques ou protestants et vous allez le voir, ils vont à la rencontre des malades pour apporter aux soins une dimension spirituelle. Alors comment se passe cet accompagnement au quotidien? Quelle place ont trouvé les aumôniers aux côtés des personnels soignants? Cette expérience peut-elle inspirer la Nouvelle-Calédonie qui ambitionne de construire un nouveau modèle à travers le plan DOCAMO? Voilà les thèmes que l'on va évoquer ce soir. On va découvrir le documentaire, puis on débattra avec nos invités. Pierre Ouelepa, coordonnateur du plan de santé calédonien DOCAMO, et pasteur Édouard Caloyer, aumônier des hôpitaux de Nouméa. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous propose de regarder ce documentaire intitulé De l'âme au corps, un film de 52 minutes signé Guillaume Tervé pour KTO et Grand Angle Productions. À tout à l'heure. L'hôpital de Lausanne mène depuis plusieurs années une politique de soins originale, unique en Europe. S'appuyant sur la constitution vaudoise, qui reconnaît la spiritualité de chacun, et sur la charte de l'OMS à Bangkok en 2005, qui intègre le bien-être spirituel dans le concept de santé, le CHUV a décidé de prendre en compte la dimension spirituelle de ses patients. Pour ce faire, l'hôpital, en lien avec les églises catholiques et protestantes, a transformé l'aumônerie d'autrefois en un service de soins comme les autres et les aumôniers en accompagnants spirituels. Comment ça va? Bien. Bien. Toi? Oui, ça va bien. On ne voit plus la chaîne. Fidèle au poste. Bonne journée. Bonne journée. Monsieur Vautard, bonjour. Bonjour. Bonjour, Daniel Pétremont. Oui. Je suis la compagnon spirituelle de l'étage. Puis je suis de passage pour faire un petit signe de présence, un petit signe d'encouragement. Est-ce que ça vous va si je m'asseye quelques instants? Oh, d'accord. Attendez, poussez. On peut pousser un bout, oui. Oh. Voilà. Ah, c'est tout bon. Extra. Voilà. Puis, je vais prendre quelques nouvelles de vous. Comment est-ce que ça va? J'attends les résultats maintenant, qui donnent aujourd'hui. D'accord. Ouais. Non, ils nous suivent bien. Ils vous suivent bien. Oh, oui. Mais bon, on voit les résultats maintenant. Oui, oui. L'équipe médicale est plutôt optimiste. Ils disent tous ça va aller, de toute façon, ils ne veulent pas.
Elle va vous tirer en bas. Ce que j'entends là, c'est que vous dites, bon, ils disent tout ce que ça va aller, puis vous, voilà, vous gardez un petit, Oh, ben on garde toujours en recul. un peu de recul. Ah, Une certaine sagesse dans cela aussi, hein. Pas facile. Hein. Vous êtes libre de répondre ou bien pas, hein, si- ouais. Comme accompagnant spirituel, pour moi, je pose volontiers la question, est-ce que vous vous considérez plutôt comme une personne croyante ou plutôt comme une personne qui a de la peine à croire? On va laisser ça de côté. C'est de côté. Vous gardez ça dans votre Ah fort ouais. intérieur. Ouais, c'est très bien, c'est votre liberté. Et puis je crois que c'est important de laisser une part personnelle à chacun. Hein. Mhm. C'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, toute cette période un petit peu flottante comme ça pour les patients, qui est inconfortable parce que ils sentent des choses dans leur corps ou dans leur morale, enfin des inquiétudes, des choses qui, voilà, toutes les questions qui peuvent se poser et qui, tant qu'il n'y a pas des résultats d'examen, tant qu'il n'y a pas de diagnostic qui est posé, toutes ces questions restent un poids. Et dans ce sens-là, nous, on n'a pas de baguette magique pour enlever ces poids, mais pour en même temps juste entendre ces questionnements, entendre ce poids que représente ce questionnement et pouvoir poser des petits signes d'encouragement en se disant que là c'est une période un peu entre parenthèses, ce temps de questionnement. Et puis cette parenthèse pourra se refermer au moment où il y aura un diagnostic, où il y aura quelque chose de plus précis qui pourra être donné. Et assez curieusement, même dans les moments où le diagnostic peut être défavorable, simplement le fait d'avoir pu mettre des mots sur ce qui se passe, sur la maladie, met une forme de soulagement. Vous dites que vous découvrez une part en vous que vous avez peut-être moins connue, ce côté inquiète, anxieuse. C'est juste de dire ça comme ça? Un peu panique, je dirais. Panique, même. carrément panique. Panique. C'est plus que inquiétude. Hein. Je me trompe peut-être. J'attends trop peut-être de mon engagement, de ma foi, puisque je ne suis pas satisfaite. Mais alors, ce que j'aimerais savoir, si ça vient justement de moi, ou si je n'ai pas compris. Pour moi, j'étais forte, mais accompagnée de Dieu. Et puis là, je me sens... Quel mot vous mettez? Maintenant, vous êtes... Je suis faible. Alors, je me dis que je comprends pas. Pourquoi? Oui, oui. Donc ça tourne autour de la question du pourquoi Ouais. et de l'image que ça vous renvoie et le chemin devant Oui, un peu tout. qui demande motivation et Voilà, et force, application. ah oui, Ouais, 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 et patience. ouais. Donc j'ai quand même des preuves. Alors je me dis, mais j'ai déjà vécu plusieurs événements absolument incroyables. Je veux dire, pourquoi là, je crois que c'était trop vite. Je suis démunie, je sais pas. Essoufflé pour le moment. Ah oui, alors Essoufflé. vous frappez au fil de rire. Oui, c'est ça.
Oui. Mais bon, j'ai quand même une petite flamme qui reste, disons. De toute façon, je pense que je ne peux pas arriver à cette opération dans cet état d'esprit. Pour moi, c'est pas pour ça. Donc, il faut qu'il se passe des choses. Il faut que j'accueille des situations différemment. D'abord, juste, j'aimerais dire quelque chose qui n'est pas seulement une parenthèse. Pendant tout ce que vous dites, Oui. votre main bouge. Est-ce que c'est ma main qui va bien? Non, non, celle-ci. Ah oui? Ah oui. Pendant tout ce que vous dites, Elle bouge. elle bouge et là, par moments, elle s'ouvre. Oui. Vous avez conscience? Ok. Donc ce côté est faible maintenant, mais c'est le côté qui cherche à retrouver un peu plus de vie. Et donc visiblement, vous êtes en train de le faire. Et en plus, c'est la main qui porte votre alliance. Oui. Donc je pense que ça c'est une bonne chose de contempler et pas seulement refuser cette faiblesse. Parce que pour vous, pour le moment, ça a l'air tellement irrecevable, cette faiblesse. Oui, c'est vrai. Irrecevable, pas possible. Et au niveau de la foi, c'est quand même une grande nouveauté, une nouvelle exigence de vous rencontrer vous-même dans la faiblesse. Pour le moment, je pense que notre devoir, pour nous, venant d'une tradition théologique, venant d'une tradition religieuse, c'est justement donc aiguiser donc notre conscience, de comprendre aussi, j'ai envie de dire ça aussi, du caractère historique de telle et telle formulation religieuse, pour pouvoir, à partir de cette sensibilité, cette capacité de faire ce va-et-vient, pour pouvoir entrer dans le monde théologique, dans le monde spirituel de la personne. Donc de ne pas y entrer par la recherche de similitudes ou de proximité à ma propre tradition, mais pour justement avoir cette distance critique, pour être libre, pour élaborer, explorer, visiter donc la dimension spirituelle, d'aider la personne à ce que ce monde intérieur, ce monde spirituel puisse émerger et trouver sa place dans ce contexte de nécessité de se positionner, nécessité d'exister, nécessité de traverser la situation concrète de la maladie, de l'hospitalisation. Depuis maintenant plus de 15 ans, même 20 si je ne me trompe pas, on a une aumônerie œcuménique. Ce qui signifie qu'on n'est pas dans du prosélytisme, on n'est pas dans une religion absolue. Et l'accompagnant spirituel aujourd'hui, lui, va voir tous les patients, peu importe la religion dans laquelle il croit, ou s'ils sont agnostiques ou athées. Ce qui fait qu'on n'est pas du tout dans ces aspects religieux. Avant, on n'était pas du tout centré sur le patient. Sur les anciens modèles dits que j'appelle religieux, en fait, on était centré sur l'aumônier. C'est-à-dire que l'aumônier était là pour apporter
la bonne nouvelle, enfin la parole chez les protestants, pour apporter les sacrements chez les catholiques. Et donc ce qui était important, c'est qu'il puisse témoigner de cette appartenance, de la présence de Dieu, du Christ auprès des malades. Et puis il s'intéressait peu à la réalité du patient. Parce que finalement, dans la théologie de l'époque, c'était pas important. Ce qui était important, c'était l'action du Saint-Esprit à travers la parole ou à travers le sacrement. Donc on est vraiment actuellement dans ce temps de transition, justement. De l'ancien accompagnant spirituel ou l'aumônier de l'époque, qui au fond avait roulé sa bosse en paroisse, avait été avec des jeunes, avait fait du catéchisme, avait été éventuellement faire des visites en prison, puis tout à coup se trouvait en hôpital et finalement poursuivait son ministère de pasteur ou de prêtre, mais dans l'hôpital, en essayant de convoquer des compétences qu'effectivement, une expérience qu'il avait acquise, mais qui était rapportée dans le milieu de l'hôpital. Et aujourd'hui, on est vraiment en transition vers un métier du soin, au fond, où il s'agit d'avoir des vraies compétences, de connaître le milieu. Il ne suffit pas de savoir donner du catéchisme ou de savoir faire des enterrements pour savoir accompagner quelqu'un qui est en difficulté grave au niveau de sa santé. Mais donc, pour prendre ça au sérieux, il faut que les aumôniers, on les appelait les aumôniers comme à cette époque, soient bien formés. Et donc, ils ont demandé, l'hôpital a demandé à ce qu'il y ait une formation pour les aumôniers qui soient organisés au CHUV. Depuis septembre 2018, cette formation est désormais dispensée par l'Université de Lausanne et donne lieu à un diplôme d'enseignement supérieur. Je ne la connais pas du tout, moi, encore. J'ai juste entendu... Toute personne dotée d'une formation universitaire en théologie ou en sciences des religions, quelle que soit sa confession, sur dossier et après entretien, peut y postuler. Qui est quand même relativement jeune, hein. C'est ce qu'on a dit l'autre jour, c'était quand même un peu étonnant. D'accord, tu sais si elle est en chambre maintenant ou pas? Non, elle est en IRM. Ah bon? D'accord, donc elle ne va pas être là ce matin? Non. Ah, ouais. Donc c'est pas de chance pour ce matin. D'accord, bon, je verrai après-midi ou bien un autre jour. Les autres personnes, tu connais pas trop, hein? Non, c'est plus Sophie. L'autre jour, quand je vous ai rencontré, vous aviez vraiment le moral sous les talons. Oui, c'est vrai. Et puis, comment c'est aujourd'hui? C'est un peu la même chose. La morale, c'est tout comme flatline. Oui. J'arrive pas... Vraiment à remonter. Vous me parliez de ce grand vide l'autre c'est- jour. Mais en même temps, vous sentez ce grand vide, mais en même temps, vous arrivez à plier. Oui, j'ai plié ma jambe parce que je veux pas être perdu à cause de ça. C'est ce qu'on disait l'autre jour, hein. Vous avez pris beaucoup sur vous l'influence des traumatismes ou des gros soucis qui vous arrivent. Et ça a une influence sur votre genou, alors que vous êtes vraiment venu pour améliorer votre jambe. Je sais pas pourquoi, mais je sens bien ici. Et je veux voir aujourd'hui comment je sens dehors. J'ai déjà fait un petit week-end pour voir, mais plein de choses je mets en attente. La musique aussi. Depuis la trauma, je mets tout en attente. Donc vous donnez cette importance à ce qui vous est arrivé jusqu'à mettre de côté ce qui est fondamental. Tout ce que j'aime, je n'ai pas fait depuis cette année. C'est comme j'ai poussé pause dans un bouton de ma vie à cette date-là. Et j'ai aucun intérêt pour faire la musique, aucun intérêt pour faire la pêche. J'aime pêcher, j'aime promener dans la nature. Pour l'instant, Les soucis, les traumas restent, mais ça n'empêche pas la jambe de plier. Parce que l'autre jour, vous disiez, parce qu'il y a tout ceci, alors je ne peux pas plier. Oui. Est-ce que c'est là le changement? Difficile à évaluer qu'est-ce qui se passe avec moi parce que c'est jamais arrivé quelque chose comme ça à moi. C'est tout nouveau pour moi. Et en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est que vous avez eu la possibilité de plier votre genou. Oui, c'est ça la plus importante pour moi. Et ça, c'est... Oui. Vous êtes comment quand vous...
C'est difficile parce que j'ai déjà fait 3 circuits. Oui, mais Où j'ai plié, hier, vous après avez- c'est réduit, après je plié, après c'est... Et maintenant c'est la dernière chance, donc je sais pas, j'étais assez fait le maximum. Et le médecin il dit ça va être dur et ça va être long. Et mais ça va aller. C'est ça qu'il dit. Ouais, maintenant, ouais. Vous l'avez Maintenant, entendu dire. j'accepte. Vous acceptez Je ça. pense que je ne vais pas faire le marathon de Lausanne. C'est pas Même nécessaire. juste pour assis Oui. dans une chaise comme ça. C'est nouveau pour vous aujourd'hui. Ça m'a booste la morale. Ah, c'est magnifique. Moi, je suis contente pour vous. Alors, je vous souhaite de pouvoir continuer à vous asseoir avec votre jambe pliée comme ça. C'est comme ça, donc vous y arrivez. Ouais. Et puis que ça aille dans la progression que vous vouliez. Ok, merci. Et si vous êtes là puis que vous souhaitez une fois qu'on se rencontre, vous pouvez toujours Oui. demander en bas. Ils sont... Ok. Au colloque de mardi, on avait parlé que j'allais chez cette dame-là. Tu penses que c'est une... C'est une très bonne idée, oui. Elle vit un peu des changements quand même de sa vie. Je pense qu'elle a besoin aussi de voir que... D'en parler un peu. De reprendre un peu confiance aussi, tu vois. Il y a une chute, un mari qui est pas très bien, qu'elle doit s'en occuper. Ce monsieur, Alors aujourd'hui, il va c'est un pas petit rentrer peu à la maison. le patient que je m'occupe le plus. C'est celui qui me fait un peu plus souci aujourd'hui. Je trouve que, bon, si je peux me poser un diagnostic infirmier, il fait vraiment un bon syndrome de glissement. Il va pas bien, il se laisse aller. c'est à cause de ce retour à la maison qu'il peut pas... auquel il peut pas il accéder. est clairement dans un moment difficile de sa vie. Il comprend bien ce qui se passe, ce qui lui rentrer arrive. Il a bien compris. Mais c'est une double amputation quand même. Hein. Ah bah, En fait, il tu as est venu raison, pour la c'est bien ce que tu dis là. rééducation Hein. Ben, je vais chez... Madame, Je t'ai pas allégé la tâche, hein. je vais chez la dame. Vas-y. Tous les soignants ont leurs propres expériences du spirituel ou pas du tout. Alors certains sont intéressés parce qu'ils viennent de lire ou d'entendre une émission, puis ça les intéresse. D'autres veulent surtout pas parce qu'ils viennent d'entendre parler des abus et tout ça. Enfin, et puis aussi à partir de leurs propres expériences. Et donc ça demande tout le temps de pouvoir recréer l'alliance, se réexpliquer ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait. Enfin, c'est pas du tout quelque chose. Et je pense que ce sera jamais comme ça. Et peut-être que c'est mieux, parce que si on disait le spirituel, alors du coup, on aurait vraiment un modèle qu'on est en train d'imposer à tout le monde, et ça irait pas. C'est un peu le défi d'être un peu, je le dis modestement, mais un peu pionnier dans l'inscription du soin spirituel dans un hôpital. On n'est pas les seuls, hein. Il y a des choses qui se font très belles au Canada aussi et ailleurs, mais notamment en francophonie européenne, c'est vraiment, on est quand même un peu pionnier. Et c'est le challenge d'être pionnier, ça veut dire qu'il faut répéter, communiquer, que dès qu'il y a des nouveaux collaborateurs qui arrivent, il faut leur redire comment on travaille, pourquoi on travaille, et que ça, c'est jamais acquis. Ce qui est très stimulant en même temps, parce que ça nous force, nous, de toujours perfectionner ou performer la clarté de notre discours pour que les gens comprennent rapidement ce qu'on fait, pourquoi on le fait et pourquoi c'est important qu'on soit là avec eux. Attends, excuse-moi, je vais aller là. J'ai un souci. Ils l'ont quand même reprise au bloc. Je pense que ça ira pas loin l'histoire. Elle avait été déjà 10 de Nord. On avait déjà pas mal transfusé. Enfin, ça a lâché au final la chirurgie. Son fils, il était là. Ouais. Donc, je vais lui poser la question si tu peux. Si voilà, s'il voudrait bien t'approcher, tout ça, ça serait bien. Ok. Préparer parce que je pense que ça ira pas. La situation est... Voilà, la situation... une vue à court terme. Là, Okay. ils essayent, mais je pense que... D'accord. Ok. Je vais voir. reviendrai vers toi. Ouais, ok. Merci. Même nous, au final, on perd des fois un peu...
on peut avoir le sentiment de perdre le sens de notre propre métier. Donc moi je vois Daniel comme un soutien pour des fois verbaliser d'une situation ou pas, d'avoir ce regard extérieur. Et pourtant, étant non-croyant, mais des fois se dire, est-ce que ça a encore du sens ce qu'on fait avec tout ce qu'on peut mettre autour d'un patient? Et c'est plus, est-ce que c'est spirituel en soi? Est-ce qu'on met la religion derrière? N'étant pas croyant, mais d'avoir cette oreille attentive et cet humain qui arrive à être un peu rationnel dans son regard extérieur, comme un expert qui arrive à donner son oreille attentive et son expertise. Oui, bonjour, Daniel Pétremont de l'aumônerie. J'aurais juste un petit mot à vous glisser parce que j'ai rencontré une patiente là. Et puis je voulais juste faire un petit écho de l'entretien. Est-ce que ça serait possible? Vous êtes à l'étage? Moi je suis au desk, ouais. Ok, d'accord, merci. Clairement, nous sommes dans une institution hospitalière donc, qui est dont l'essentiel du pouvoir est un pouvoir médical, effectivement. Pour moi, aujourd'hui, par les pouvoirs, je ne me vois pas dans un contre-pouvoir, ni dans la récupération d'un pouvoir qu'on aurait eu autrefois. C'est-à-dire qu'autrefois, les hôpitaux étaient aussi placés sous la responsabilité de communautés religieuses, parfois, où la vocation avait une place religieuse, avait aussi une place importante. Donc dans ce sens-là, je peux comprendre que ce type de pouvoir-là n'est pas souhaitable comme forme de contre-pouvoir du médical, mais que par contre, une complémentarité des pouvoirs est significative parce que il y a certaines choses que je peux observer et que le médecin pourra ne pas observer, mais en même temps, lui, il observera des choses que moi, je ne peux pas observer. Donc actuellement, dans l'hôpital, on est légitimé, on est non seulement accepté, mais vraiment légitimé d'être dans le soin, puisque le CHUV reconnaît que la dimension spirituelle, elle doit être aussi prise en compte, ça fait partie du soin global. Et puis après, il y a toute l'interaction qui est une demande du CHUV, l'interdisciplinarité, c'est plus une option dans le CHUV, c'est vraiment une demande de la direction. Donc il y a tout cet aspect d'interprofessionnalité après qui se rajoute et qui signifie pour nous deux choses. D'une part, comment on peut injecter des éléments significatifs de ce que nous a dit la personne, de ce qu'elle est en train de vivre au niveau spirituel, dans l'équipe de soins au sens large, ça veut dire les médecins, les soignants, mais peut-être aussi les physios, les ergos, pour qu'ensemble on comprenne mieux la situation et qu'on soit meilleur dans le soin et dans la relation auprès de cette personne ou auprès de cette famille. Traditionnellement, on disait depuis les années 60, donc la compétence centrale, c'est d'avoir des capacités d'écoute non jugeantes, centrées sur la personne, le bout non-directivité. Et donc ça, c'est vraiment admis par tout le monde. Mais maintenant, donc, le pas supplémentaire ici, c'est de dire l'écoute active centrée sur la personne, c'est en vue d'une écoute qui sait aussi extraire les éléments importants pour les autres soignants en vue de la qualité de soins. Parce que écoute active, en soi, c'est une bonne qualité de présence, mais ça ne parle pas encore en quoi ça a du sens dans le concert des prises en charge, des approches des autres professionnels. C'est presque trop difficile à le dire, c'est ça? C'est pas ça. C'est embêtant pour vous que je vous pose cette question comme ça?
Pas vraiment. Donc j'essaye un peu de comprendre de quoi est fait aujourd'hui. Hein. Donc cette journée, ce qui vous travaille, c'est... Et aussi un peu comment vous pouvez vivre maintenant ici à l'hôpital. Comment ça se passe pour vous avec les médecins, avec les soignants, avec les visites que vous avez? Plutôt bien. Plutôt bien. Donc vous parlez de ce qui se passe avec les soignants. Donc vous êtes en confiance avec eux. D'accord. Donc là, il n'y a pas de doute pour vous. Peut-être c'est aussi important que je vous dise, hein, c'est... Donc mon travail, ça consiste à voir avec les patients un peu ce qui sont les forces qui peuvent les aider dans des situations de maladie. Et ça peut être fait de beaucoup de choses. Hein. C'est la seule personne qui sait ça, c'est vous. Hein. Ouais. Peut-être avec aucune envie de dire ça à quelqu'un d'autre. Peut-être. Peut-être, oui. Ouais. On arrête. On arrête, tout à fait. Je me permettrai de juste dire bonjour lundi pour voir comment vous allez. Oui. On fait comme ça. Je vous laisse, pardon. Vous foutez la paix. Je vous fous la paix, immédiatement. Au revoir, monsieur. Je vous laisse. Peut-être c'est trop tôt encore Oui. pour qu'il ait assez de recul pour ce qu'on Oui, lui a dit. j'avais un peu cette impression-là parce qu'il était accueillant au début, mais quand je pose la question comment ça va actuellement et tout cela, il est plutôt agité. D'accord. Mais il ne peut pas exprimer Encore quelque chose. Et je s'exprimer. pense que c'est pas une bonne chose pour le moment. Mais lundi, j'essaie. Ouais. Faut lui laisser ce temps Ouais. peut-être. Mais je te remercie. Donc, on va voir ce monsieur-là, c'est Aussi. OK? Oui, il n'y a pas de Ok. problème. C'est lui qui avait demandé aussi. Il a fait Ah, la d'accord. demande, il avait fait Et la donc, demande. on a vu cette La dame. dame au 31. Oui. Non, on n'a pas encore vu la 27. Ah, ok. RAD mardi 18. Pas de On verra, je regarderai les images cet après-midi ou demain. Au service, ça ne pose pas de problème sur le plan médical. Madame va. Moi, je l'avais vue en consultation quand elle était en euro, elle était quand même venue me voir. Et puis elle voulait pas retourner à Roll, elle préférait venir chez nous. C'est chez nous qu'elle voulait aller aussi, donc on va respecter ça. Monsieur, qui sort cet après-midi, je pense. Qui finalement va pas si mal. Il faut que son genou, c'est ce matin qu'on l'a vu le mieux. En plus, on a deux doigts de le garder une semaine de plus, non, quasiment. Moi, je l'ai vu mardi où il était vraiment au fond du trou, mais il a pu dire, tout à l'heure, je l'ai rencontré un petit moment, qu'il avait, je ne sais pas comment dire, accepté, mais de mettre derrière une barrière tous ces soucis qui le tracassent pour se focaliser sur son genou, ce qu'il n'a pas réussi à faire les autres fois. Mais ça reste quand même vraiment fragile, hein, sa situation. Ok, on lui a arrêté la Clexane et puis voilà. Magnifique. Il n'a pas de pansement ou des choses. Non. C'était pas, il n'y avait pas de souci. Je pense que de ce que j'ai pu évaluer chez lui, sa manière de dire qu'il est encore sous cette influence de son agression et de tous ses soucis personnels, ça prend une place beaucoup plus grande qu'il n'imaginait même lui-même. La situation n'est pas différente quand il est rentré de maintenant. Non, non. C'était Ouais. une situation élective pour une libération. Mais la différence, sans c'est genou, que lui ne pensait pas que ça C'était aurait aussi- un impact tel sur sa Tout à fait. réhabilitation. Ouais, ouais. C'est ça la différence. Ouais, aujourd'hui, tu étais vraiment tranquille là. Hein. Ouais, parce qu'il a dit qu'il ne fallait pas que je parle, sinon j'allais lâcher. Ah, toi, tu obéis au docteur. Hein. Tu obéis au docteur. Tu parles, j'en ai pas vu. C'est pas que j'ai pas de respect pour lui, mais. Messieurs, dames, bon après-midi. Merci beaucoup. On voit très bien que si on prend en charge cette spiritualité ou la détresse spirituelle que les patients peuvent avoir pendant une hospitalisation
parce qu'il y a une crise, hein, il y a parfois la détresse, il y a la douleur, il y a un événement dans leur vie qui ne s'attendaient pas. Si on prend en compte cette détresse, cette détresse spirituelle, pardon, et qu'on en prend soin, on travaille avec eux de remobiliser leurs ressources intérieures, on voit qu'il y a une meilleure adaptation à la maladie, une meilleure guérison, et qu'ils ont leurs ressources en eux qui sont mobilisées. Je pense quand même, c'est qu'avec cette manière de s'intégrer, on participe à un élan pour un meilleur soin du patient. Et que dans les services où on peut aussi prendre cette dimension en compte et qu'on peut aussi permettre d'aménager des choses pour que les gens soient plus à l'aise, se sentent mieux compris, aient l'impression de mieux communiquer avec leur médecin, avec l'équipe soignante, ont l'impression que ce qu'ils sont est pris en compte, eh bien, personnellement, je trouve que ça vaut la peine. Tu me donneras la liste d'aujourd'hui, bien sûr. la grande, Bien sûr. avec les soins. Bien sûr. Voilà. Un petit poulet à la feuille. Ouais, ça sent-il. Il y a eu des changements aujourd'hui? Alors, j'étais pas là hier, j'étais Oui, je pense qu'il y a une patiente qui est arrivée. Ouais. Il va y avoir des changements, il va y avoir des passages, des soins continus en chambre. Aujourd'hui? Oui. Ouais. D'accord. Non, Et des passages aussi de satellite. Ouais. Ça, c'est D'accord. dans la limite du raisonnable habituel. D'accord, non mais tout va bien. Tranquillement quoi, tu fais gaffe à la sonde, tu l'as dans le nez, mais de toute façon elle partira pas. Comment les choses évoluent pour vous? Comment vous vivez tout ça? Bon, disons, en tout cas au niveau médical, ça a l'air de bien se passer, on va dire, de se remettre un petit peu en place. Et puis au niveau émotionnel aussi, j'essaye de reprendre confiance. Oui, il faut vivre les choses au fur et à mesure, et puis en ne sachant pas vers quoi on va, en quelque sorte. Ouais. Toujours des surprises, des bonnes une fois, parce qu'à un moment donné, j'ai pu être opérée, et puis toute la partie cancéreuse a pu être enlevée, donc voilà, c'était déjà un petit miracle, on va dire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pour vous favorise un petit peu le fait que ça reparte? J'ai envie de dire ce petit moteur intérieur, ou quelque chose comme ça, qu'est-ce qui serait ce... Ouais, c'est surtout l'entourage, la famille, surtout la famille, qui je sais tiennent à moi, et puis même moi aussi, je pense aussi, j'arrive mieux à exprimer envers eux ce que je ressens. Les échanges sont beaucoup plus riches, sont beaucoup plus profonds. C'est un petit peu paradoxal de devoir être dans une situation de fragilité pour approfondir au fond la relation. Puis en même temps, c'est aussi le cadeau de ces moments-là. Cette qualité de relation que vous évoquiez en profondeur, il y a aussi une intensité de la vie qui s'exprime dans les relations qu'on a, tout d'un coup qu'on découvre beaucoup plus profondes que ce qu'on imaginait. Et puis, pour aujourd'hui, est-ce que ça vous va si on s'arrête là? Oui, tout à fait. Et puis, si vous êtes d'accord, je repasserai un petit tour la semaine prochaine pour refaire le point avec vous. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Ce que j'entends, donc vous avez vraiment le désir de recevoir la communion et les sacrements de malade. Voilà. C'est ça? Oui, Alors, mardi. Avant mardi. Qu'est-ce qui arrive mardi? Mardi, on va faire un trou dans la tête
Un trou dans la Oui, tête. pour faire une biopsie, on ne connaît pas encore la surhumain. Et donc, je suis très diminuée. Vous êtes très quoi? Diminuée. Vous êtes très diminuée. Oui, plus l'usage de la main droite et du pied droit. Ouais. C'est quoi que ça signifie pour vous, cette biopsie? C'est un peu, ça pourrait être le moment de quoi? Ça pourrait être le moment d'un non-pouvoir faire, que cette nature de tumeur ne soit pas courante, puisque ça fait 3 semaines aujourd'hui. Oui. On fait ça et on n'a rien fait encore. Mais à mesure, l'œdème me rentre et me paralyse. Donc, ça va vite. Alors, vis-à-vis de la vie aussi, je me prépare à la rencontre. Vous vous préparez à la rencontre? Oui, tout de suite, je pique ça. La vie est basée sur la foi. Ouais, ouais. Et donc, la parfaite, bien sûr, mais je suis croyante. Vous êtes croyante et vous le dites avec comme le faire, tout le monde sait. Avec aplomb, on dirait. Je le dis fermement. J'ai à cœur de partager ce cadeau, le plus grand cadeau. Dites-moi, le cœur partagé. J'ai le cœur de partager ce grand cadeau que j'ai reçu. D'accord. J'en parle avec le personnel. Et quand vous dites ça, vous êtes dans un moment où il y a ce côté préparation à la rencontre, éventuellement. Oui. Et en même temps, donc, vous êtes en train de regarder ce qui était jusqu'alors. Ouais. C'est un peu ça. Ouais. Donc, vous êtes un peu dans une période de flou. De flou. Ouais. Et dans ce flou, donc, l'expression dans la foi, donc l'icône, la demande des sacrements, ça trouve très clairement sa place. Ah, c'est le moment idéal. Oui, oui. Pendant que j'ai encore ma lucidité. J'ai pas compris ça, excusez-moi. C'est encore pendant que j'ai ma lucidité. Oui, oui. Parce que si je ne peux pas m'exprimer, je vois un peu plus. Alors là, je pourrais entendre les paroles de réconfort. Des paroles de réconfort. Je ne voudrais pas non plus rester un légume. J'ai pas compris non plus. Je ne voudrais pas non plus rester un légume. Ouais, ça c'est très présent. Ouais. Ouais. Et donc légume veut dire quoi pour vous exactement? Végétatif. Végétatif. Dépendre des eaux. Ouais. Parce que ça serait le juste contraire par rapport à ce qui a vraiment du poids pour vous. Ouais. C'est paradoxal. Mais ça veut dire quoi? Donc, si jamais la biopsie révèle quelque chose de grave, qu'est-ce que vous pensez? Je dirais que c'est mon heure. Oui. J'ai bien vécu. Toujours dans la foi. Et j'accepterais de renoncer au monde. Et ça veut dire, donc, excusez-moi, je suis aussi un peu crue, mais c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression, dans votre façon d'être, vous invitez à être concret. Oui. Est-ce que si ça devait arriver, est-ce que vous voulez dire par là, vous laisserez... Ouais, vous baisserez les bras, vous vous laisserez aller? Je ne demanderai pas le suicidacité. Ça, pour vous, c'est quelque chose qui n'est pas... Vous dites, j'aimerais pas être un légume. Pour moi, c'est clair, je ne ferai pas appel à l'acharnement, ni au suicide assisté. Qu'est-ce que vous vous imaginez comme votre chemin qui est vraiment le vôtre parce que vous êtes unique? En fait, je veux voir la mort en face. Oui. Seigneur, je te rends grâce pour la franchise et la force qu'elle dégage, cette force qu'elle puise en toi. Ne demande pas trop. Tu vois ce qui lui fait peur, tu vois ce qui fait l'espérer. Nous te remettons tout ça dans tes mains, aujourd'hui et tous les jours. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cette âme que tu m'as envoyée avant même que je l'ai demandé. Et je suis en train de formuler cette demande. Elle est arrivée, béni sois-tu. Que cet entretien nous conduise, et plus à l'écoute.
pour une autre patiente à la 27, donc pour l'organisation dimanche matin, parce qu'elle a demandé qu'un prêtre vienne. Est-ce qu'on peut organiser qu'il n'y a pas de soins à 9h? Je vais regarder. Oui, non, je peux aussi fixer ça avec l'infirme, il n'y a pas besoin que... Donc le prêtre viendrait à 9h. Et donc après c'est la question, est-ce qu'elle pourrait descendre à la messe? C'est ce que j'allais dire, on peut peut-être la descendre à... Oui, mais elle veut le sacrement. En direct, donc le sacrement des malades. Comment quoi? L'extrême onction, autrefois. Donc seule avec le prêtre. Et donc après, elle pourra descendre à la messe, mais donc il y a ce moment avec le prêtre. J'essaie un autre numéro encore. Est-ce que 9h ou 9h15, ça serait trop tôt? Ok, alors je vais communiquer ça aux soignants. Et c'est vraiment un heureux hasard parce que cette dame, pour le dire rapidement, c'est une ancienne infirmière qui vit sa foi, je pense souvent en lien avec le Valentin. Et elle a justement dit, elle aimerait bien que ça soit vous. Pour moi, c'est vraiment important de comprendre que le spirituel est vraiment compris au sens large, mais qu'il n'exclut pas le religieux. C'est-à-dire qu'il englobe le religieux. Il y a quand même toujours dans la population, on disait à peu près 18% des gens pour qui c'est important de se sentir appartenir à une communauté. Et que ces gens-là, quand ils sont hospitalisés, ils ont aussi droit à nos services. Donc c'est pas qu'on s'occupe plus que du spirituel, puis qu'on évacuerait le religieux. Si quelqu'un me demande en pleine nuit de pouvoir appeler un prêtre, un pasteur ou un imam, j'ai le devoir de satisfaire cette demande. Si quelqu'un me demande de pouvoir prier avec lui, si je peux le faire parce que c'est dans ma tradition à moi, je dois le faire. Et donc on n'exclut pas le religieux, on se rend juste compte qu'actuellement c'est une demande qui est minoritaire dans l'ensemble des patients, que la plupart des patients sont ailleurs, qu'ils ont le droit d'être soutenus ailleurs, mais que pour ces 18%-là, c'est aussi important de leur offrir ce dont ils ont besoin. Ah, tu es là. C'est alors, très rapidement, j'avais un téléphone d'une assistante sociale. Il s'agit d'une jeune patiente qui vient d'avoir un accident avec 4 autres jeunes. Oui, moi j'en ai entendu parler hier. Très bien. C'est-à-dire, donc, pour cette jeune patiente qui est née en 96, donc les parents qui sont arrivés de l'Espagne maintenant, qui ne parlent pas un mot de français, ils vont apprendre maintenant, à la seconde même, donc ce qui sera la suite. Peut-être un arrêt de traitement, peut-être la jeune fille est déjà décédée. Alors, là autour, les personnes qui sont là, c'est le papa avec la deuxième épouse et la maman. Ils sont séparés. Il y a donc déjà une attention de la part de l'assistante sociale de se préoccuper des bons repas, logement et tout cela. Et autour des 4 autres jeunes, où il y a visiblement aussi d'autres personnes qui sont blessées, il y a quelque chose qui est en train de se faire comme un réseau. Et puis si jamais il faut un prêtre espagnol, donc il faudrait Je trouverai le numéro. Normalement, j'ai ma liste ici. Oui, et je pense elle est actuelle. C'est Paulino. Ok. Par contre, c'est-à-dire j'ai qu'elle son ne numéro. sait pas justement de quoi ils ont vraiment besoin. Parce qu'ils ont visiblement... Oui. L'infirmière hier, quand j'ai passé dans le service, m'avait posé la question. Et puis elle voulait justement s'enquérir auprès de la famille si ça avait du sens que nous passions bien pas. Donc dans ce sens-là, s'il y a eu l'appel, ça s'accélère. Donc c'est dramatique, ils t'attendent maintenant, bien levé. Ok, ça marche. Merci. Oui, Daniel. L'expérience menée à l'hôpital de Lausanne préfigure peut-être ce que sera la médecine occidentale de demain. Une médecine plus ouverte et plus attentive à toutes les dimensions de la personne. Mais les questions sur l'avenir de cette démarche restent nombreuses. Un tel service peut-il se maintenir au sein d'un système hospitalier soumis aux contraintes budgétaires et à des obligations de résultats? Est-il transposable dans d'autres pays d'Europe
où la conception de la laïcité est différente. Merci. Mais surtout, comment une notion aussi impalpable que la spiritualité peut trouver sa place dans un monde médical hyper technicisé. Médicaliser la spiritualité, ça c'est un vrai risque. Ça c'est un vrai risque. C'est-à-dire, ce serait d'utiliser ce qu'on arrive à recevoir de la spiritualité du patient pour être plus performant à un niveau purement médical et pas tenir compte globalement que cette spiritualité, elle n'est pas seulement à être utilisée par la médecine, mais qu'elle puisse venir confronter la médecine, c'est-à-dire donner un regard d'une position différente pour déplacer le regard médical et qu'on soit plus complet autour du patient. Là où pour moi le risque il est minimisé si on arrive à ça, c'est que dans la mesure où on aura un vrai métier qui peut se poser face aux autres professionnels en tant que métier et avoir un discours qui apporte une plus-value dans l'ensemble de la symphonie des discours médicaux et autres, c'est une plus-value pour le patient. Et c'est un vrai débat encore aujourd'hui dans la définition justement de cet accompagnement spirituel ou du spiritual care. Certains théologiens critiquent les médecins qui veulent intégrer la spiritualité dans les soins en disant que ce n'est pas leur domaine et qu'ils sont en train de médicaliser un domaine de plus de la vie de nos contemporains. Puis bon, il y a des tas de critiques qui sont beaucoup plus subtiles que ce que je viens vous dire, mais enfin, en tout cas, c'est une sorte de courant de critique. Hein. Et puis, il y en a d'autres qui disent plutôt, ben non, s'ils s'intéressent à cette dimension, ben travaillons ensemble, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir aider mieux les patients, et puis faire aussi que la médecine ait peut-être un peu plus d'humilité par rapport à sa propre toute-puissance et de tout ce qu'elle propose, au fond. Et rebonsoir à tous, nous sommes de retour ici sur le plateau de Calédonia pour débattre et échanger sur ce documentaire que nous venons de voir. Nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Pierre Welepa, coordonnateur du plan de santé calédonien d'Okamo, et pasteur Édouard Kaloye, aumônier des hôpitaux de Nouméa. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors on va commencer notre petit tour de table et je vais vous demander qu'avez-vous pensé de ce que l'on vient de voir et qu'est-ce que ça vous inspire. Je vais commencer avec pasteur Édouard Kaloye. Oui, Jamie, merci. Avant tout, je voudrais saluer le PKNC, saluer aussi le groupe d'aumônerie qui nous accompagne, qui m'accompagne tous les jours dans la mission. Je voudrais aussi saluer le plan d'Okamo et la commission santé sociale et environnement de l'Église par la personne de Robert Nono. Et je voudrais aussi saluer tous nos malades qui sont dans les différents hôpitaux de ce pays. Oui, la deuxième chose, je suis passionné par le film que nous avons vu tout à l'heure. C'est très aussi important pour nous, pour que l'Église aussi voit plus loin le travail des aumôneries, dans notre pays, qui a poussé
préparer les étudiants pasteurs à la sortie de Béthanie pour pouvoir faire des stages pour aller plus loin que ça dans le statut de l'aumônerie. Donc voilà aussi, et aussi le travail qu'on doit faire dans les hôpitaux. Donc voilà un peu pour le film, j'aimerais dire merci quand même pour ce film. Merci pasteur, continuez. J'ai trouvé que le film retraçait bien les préconisations de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, qui disent que la santé c'est un état complet de bien-être physique, mental, social. Et on voit bien que dans ce documentaire, la prise en compte de l'univers du patient, de sa culture, de ses pratiques, de sa spiritualité même, sont importantes dans le soin, puisqu'on est dans un hôpital, et que ça contribue à son bien-être, à sa guérison. Moi, j'irais même un peu plus loin dans le plan de santé d'Okamo, qui est une approche holistique, globale. Il y a une approche dans la vie de tous les jours, avant l'hôpital et après l'hôpital, où effectivement, il faut prendre en compte l'ensemble de nos dimensions, et notre dimension spirituelle aussi, contribue à notre bien-être, à notre épanouissement. Et ce documentaire le montre bien. Oui. Bien, effectivement. Alors, pasteur Edouard Kaloye, ce qu'on a vu dans le documentaire, est-ce que ça ressemble à ce que vous faites dans l'établissement, c'est-à-dire au Medipol? Oui, tout à fait. Mais il y a encore des choses à voir plus loin encore, en plus. Qu'est-ce qui est différent? C'est différent, oui. Qu'est-ce qui est différent, justement? C'est l'approche des patients. Parce que quand on s'approche des patients, il y a tout l'écoute aussi qui est très important. Être à l'écoute des malades. Et là, les méthodes d'approche, c'est aussi avec beaucoup d'écoute, surtout d'abord. Et c'est aussi l'écoute des oreilles, aussi l'écoute du cœur. C'est dans l'humilité, toujours aussi dans le respect envers les patients. Quand vous dites c'est intéressant dans ce documentaire pour voir ici en Nouvelle-Calédonie, pour voir plus loin, c'est-à-dire il faudrait plus une formation ou est-ce qu'on l'a vu, est-ce que ça peut être un modèle qui peut être appliqué ici et donc par définition proposer une formation à l'école de Béthanie pour les futurs pasteurs dans cet établissement? Parce que là, ce que vous faites, vous n'avez pas été formé pour ça. Non. À la sortie de Béthanie, nous, on est comment on dit, on est laissé dans les paroisses. Et dans les paroisses, et surtout aussi dans des aumôneries des collèges, des aumôneries des prisons, par exemple. On fait ensemble les deux travails. Et aussi les aumôneries des hôpitaux. Et ici, à Nouméa, ce que je découvre ici au Medipol et à Nouville, c'est il y a encore quelque chose à voir plus loin, à sortir de Béthanie. Pasteur, est-ce que vous avez le sentiment que la dimension spirituelle est plus forte, plus profonde quand on est malade? Oui. Est-ce que vous pensez que en tant que malade, et voilà, tout de suite on demande de secours au Seigneur en ce qui vous concerne? Oui, c'est vrai, parce que quand on va chez les malades dans les services des soins, eh bien c'est très important aussi dans le sens que on doit aussi accompagner le malade dans le sens spirituel. Donc peut-être par nos prières et aussi par notre présence. Mais est-ce qu'on peut dire, tu connais Seigneur maintenant parce que tu es malade? Est-ce qu'on peut dire ça? Enfin, voilà, c'était le sens de ma question. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Parce qu'on va trouver toujours les mots pour accompagner le malade, rester avec lui, l'accompagner dans sa situation. Et trouver les mots pour l'aider, pour l'accompagner à s'en sortir de sa situation. On l'a vu aussi dans le documentaire, certains refusent l'accompagnement. On est sur des questions intimes. Ça vous est déjà arrivé, pasteur, de rencontrer un patient qui refuse votre aide? Il y en a ici à Nouméa, dans les hôpitaux, qui refusent la présence surtout de ce qui accompagne. Le pasteur, il ne peut pas refuser. Le pasteur, il vient, mais il y a des malades aussi qui
qui refusent. Qui refusent, et surtout en état de souffrance. Parce que j'en ai eu déjà des malades qui... je ne peux pas... je peux pas vous accepter ici dans ma chambre. J'ai tellement fatigué, je suis... Et c'est là que souvent ça arrive. Okay. Ouais. L'idée, c'est de pouvoir adapter l'accompagnement en fonction de chaque situation. Pierre, comment est envisagée cette adaptation à chaque situation dans le plan Djokamo? Je pense que le pasteur Kaloye a bien répondu, et on voit bien dans le documentaire, il y a une différence entre le religieux et le spirituel. Et d'ailleurs, c'est pas un service d'aumônerie à l'hôpital de Lausanne, c'est un service d'accompagnateur spirituel, puisque, comme le dit une des personnes dans le documentaire, si pour une personne de confession musulmane, il y a besoin d'un imam, on va chercher un imam. Mais si la personne est athée ou agnostique, qu'elle a simplement besoin d'une présence, comme l'a dit Pasteur, c'est le sens. On parle de la laïcité. Voilà, et moi, elle a utilisé le mot œcuménisme. Elle a dit il y a un œcuménisme religieux, et ça va au-delà de ça. Ils ont une dimension qui est laïque, c'est-à-dire dans le sens, pas forcément où on a neutralisé l'ensemble de l'espace public en disant pas de religion, ils sont allés un peu plus loin. La spiritualité est autorisée, on a le droit de pouvoir en parler ou même de se poser des questions. Il y a des gens qui y croient pas forcément, mais effectivement qui ont besoin de cette présence philosophique, spirituelle, psychologique. Même à un moment, on voit il y a une dimension presque psychologique aussi. C'est important. C'est en complément de ce que font les travailleurs sociaux. Il y en a de moins en moins, donc et des psychologues aussi. Tout à fait, vous avez raison. Et effectivement, l'idée c'est d'amener dans l'accompagnement le maximum de pluridisciplinarité, je vais dire ça comme ça, de pluriel autour de la personne, parce que la personne, à l'instant T, elle a besoin de pouvoir s'accrocher à quelque chose qui va l'amener à se sentir mieux, à guérir, ou le cas échéant, à préparer sa sortie, ou, comme on le voit à un moment, à préparer aussi à être accompagné pour sa fin de vie. C'est très important. Et dans un hôpital, il n'y a pas que les soins palliatifs. Je pense au docteur Barbe à l'hôpital, au CHT Gaston Bourré, qui travaille sur ces questions-là. Il n'y a pas que la fin de vie qui amène ces questions-là. Quand vous avez un cancer, quand il faut vous l'annoncer, quand il faut travailler, quand vous avez eu un accident de la route et que votre corps a changé, et que vous avez un nouveau handicap, il faut pouvoir s'appuyer sur des choses qui ont du sens. Et ça, c'est bien dit dans le documentaire, et là je rejoins parfaitement le pasteur Kaloye, c'est qu'on a besoin d'approcher la personne dans sa globalité. Et sa globalité, on ne peut pas couper le spirituel. Ça fait partie d'un tout ça. C'est l'être, c'est l'ensemble, c'est l'essence de la personne. Et dans le plan de santé Djokamo, pour répondre à votre question, est prévu, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, une approche holistique, globale, qui n'est plus axée sur le soin à proprement dit. Et moi, je rajouterais sur le soin médical, hospitalier, on voit bien qu'il y a une approche plus globale, en amont, en aval, tout au long de la vie et dans tous les milieux de vie. Ça peut être dans le milieu du travail, ça peut être à l'école, ça peut être... Et cet accompagnement-là est important. Et il passe par de la parole, pas toujours par un geste technique, médical. Il passe aussi par un accompagnement dans la personne, dans son développement, dans le dépassement d'une situation de crise ou d'une situation aiguë. Et je pense que là, on a vu une expérience assez importante, parce que la Suisse, c'est pas un petit pays. C'est un des systèmes de santé les plus performants au monde. Et c'est aussi, la Suisse, c'est un système de santé publique qui a une approche d'éthique qui dépasse juste le biologique, qui va un peu plus loin sur la construction de la personne, de la spiritualité, on l'a bien vu. Et je pense que Pasteur a raison en disant la formation actuelle à l'aumônerie, donc aux religieux, ne suffit pas. Il faut aller un peu plus loin dans la formation, aller vers le spirituel, alors justement, ouvrir. Oui, l'approche holistique de l'individu. Est-ce que vous avez l'impression, enfin c'est une approche qui date de 1946 dans les textes de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que vous avez l'impression que la médecine occidentale, 75 ans après, tient suffisamment compte de cette approche? Alors, c'est pas une question piège, c'est une question d'évolution. On le voit un peu tout à l'heure dans le documentaire où il y a une approche médicale qui a sa place, et qui fait office d'autorité. On voit aujourd'hui, depuis 1986 pour être précis, avec la charte d'Ottawa, et 2005 avec la charte de Bangkok, où il y a une approche de la santé qui est plus globale, où on parle de promotion de la santé. On parle d'action des personnes, d'elles-mêmes, des groupes qui sont autour d'elles, de la solidarité, de la société dans laquelle elle est, qui va plus loin que juste l'autorité médicale. L'autorité médicale
peut un certain nombre de choses dans la réussite, en tout cas dans les bons comportements de santé. C'est à peu près 20% des facteurs déterminants. Mais l'ensemble des 80% qui restent, c'est la prévention et l'éducation pour la santé. Et ça, c'est la promotion de la santé. C'est le travail que fait Pasteur, que font les jeunes stagiaires en camp Est, à l'hôpital, dans les aumôneries. Mais c'est aussi le travail que fait, par exemple, je pense au niveau de l'emploi, le travail de la direction du travail, sur l'aménagement du bien-être au travail, etc., etc. Tout cela contribue à ce qu'on appelle des facteurs qui vont être favorables à la santé, qui vont permettre aux gens exactement de développer les bons comportements de santé. Quand vous vous sentez bien, vous développerez le bon capital santé, et ça c'est ce qu'on appelle un facteur, un déterminant favorable à la santé. Tout le plan de santé d'Occamo est axé sur les déterminants de santé, sur l'action sur les déterminants de santé. Alors est-ce que les médecines traditionnelles, les esprits, l'invisible comme on dit ici en Nouvelle-Calédonie, les croyances ont toute leur place dans un plan de santé publique? Je me tournais vers Pasteur. Oui. Moi, j'aimerais souligner par rapport au commentaire qu'on a vu là, parce que le travail de l'aumônerie, c'est un ministère spécialisé, que je peux dire. Et aussi, c'est un service qu'on doit rendre aux malades. Et c'est aussi pour moi une vocation. C'est une vocation qui nous sommes appelés hors pour. Mais c'est ça que j'aimerais aussi souligner pour nous. Et par rapport à votre question, c'est... Est-ce que les esprits, les croyances, enfin tout ce qui est la société invisible que peut comporter la société kanak notamment, et les sociétés océaniennes, est-ce que ces croyances ont toute leur place dans un plan de santé publique? Et là, on parle des spécificités locales. Oui, je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est un constat que je vois au Medipôle, parce que le médecin, lui, il soigne le malade physiquement. Mais après, le reste, pourquoi le patient continue à souffrir? Et le médecin, il peut lui dire, monsieur, vous allez rentrer chez vous, c'est fini, mais voilà, c'est autre chose. Et le malade continue à souffrir, et c'est là que moi, je rentre vraiment dans le fond du problème, ça, que peut-être il y a quelque chose qu'il faut voir dans notre manière de vivre au niveau kanak. Par rapport à tout ce que vous avez dit, là, il est très important de souligner tout cela. Parce que c'est ça qui fait que le malade il continue à souffrir. C'est le reste, comment on dit là, c'est le social. Le social, il est très important aussi de toujours faire... pour avoir des cohésion sociale, pour bien vivre bien dans les familles, dans les clans. On le voit ici. On le voit ici en Nouvelle-Calédonie, notamment dans nos hôpitaux, où on voit un malade, enfin en tout cas c'est une situation, une expérience que j'ai vécue. On voit un malade qui le lendemain s'est senti, j'ai envie de dire, en bonne santé, par le passage de son tonton. Son tonton lui a juste rendu visite la veille, et le lendemain, le médecin est arrivé pour lui dire monsieur, vos résultats sont plutôt favorables à ce qu'on envisage votre sortie de l'hôpital. On s'est dit, le tonton, il voulait juste voir le tonton, le fait que le tonton, enfin l'oncle, on va dire, le frère de, enfin comment on dit chez nous, les mafines, voilà. Maternelle. L'oncle maternel. Et cette visite-là, c'est cette visite-là qu'il attendait. Et là, on parle du côté spirituel, c'est une spécificité ici, chez les Océaniens. Tout simplement des représentations des Océaniens. Et c'est important. Bien sûr que c'est important. Et il faut tenir compte, que l'on veuille ou non, on le voit. En tout cas, vous avez la même chose autour de la naissance. Vous avez rarement un des frères ou des oncles maternels qui vient au moment où il va y avoir l'accouchement. Le sang, il ne doit pas être visible. La sœur, elle doit bloquer, en fait.
Donc vous voyez jamais les tontons maternels qui viennent. Et il faut le comprendre, ça, ou il faut le comprendre quand l'enfant est arrivé. Tout le monde a vu l'enfant à la maternité, et puis les maternelles qui doivent attendre la sortie, parce que l'hôpital représente l'intime, la sexualité de la sœur aussi. Donc il faut attendre que la personne sorte pour pouvoir faire vraiment la présentation et le geste qui va accompagner l'enfant dans ce qui va être un adulte après, un être épanoui, une personne debout. C'est important c'est pas juste la prise en compte de la croyance, c'est quelle représentation et façon de faire, façon d'être au monde vont être pris en compte. Dans la médecine conventionnelle, dans le soin conventionnel, on voit bien, et ça pendant les épidémies, c'est là où on l'a le plus vu, quand il y a eu Ebola en Afrique, quand il y a le Covid en Nouvelle-Calédonie, ne pas prendre en compte les représentations des autochtones va souvent à l'encontre des résultats qu'on veut atteindre. Si on veut vraiment faire de la santé publique, on est obligé d'intégrer, de tenir compte effectivement des spécificités, des représentations, des pratiques sociales et culturelles, comme l'a dit Pasteur, mais aussi des organisations sociopolitiques des peuples autochtones, comment ils fonctionnent, par où il faut passer, par quelle autorité il faut passer pour avoir telle ou telle autorisation. Parce qu'effectivement, on n'atteindra pas l'objectif de santé publique qu'on s'est fixé, ça sera même bloqué. Ça sera contre-productif si on n'utilise pas les façons de faire et les façons d'être de l'autre, tout simplement. C'est très humain de dire ça, c'est pas... Donc en fait, la médecine conventionnelle, on le voit bien, il y a ce que dit l'Organisation mondiale de la santé, qui rappelle à la santé occidentale que l'humanité, elle s'est construite sur la culture, sur le social. Et qu'effectivement, il faut prendre en compte cette dimension-là. Ça veut dire aussi donner des moyens, et là on le voit, à l'aspect social des choses, à l'aspect culturel, aux approches culturelles, et dans le documentaire, on l'a vu tout à l'heure, à l'aspect aussi spirituel de la chose. Voilà. Est-ce que vous voyez des médecins qui recommandent les patients à avoir recours à la médecine traditionnelle pour compléter la médecine conventionnelle? Oui, je crois qu'il y a certains médecins qui comprennent la chose, là. Mais il y a d'autres qui restent très cartésiens. Oui. Mais être cartésien, c'est aussi une forme de philosophie et de spiritualité. Ce qui est important, c'est pas ce que pense le médecin, c'est comment le médecin rentre dans l'univers du patient. Celui qui est important, c'est le patient, c'est pas le médecin. Et donc, ce qu'on voit dans le documentaire, c'est qu'on a remis le patient au cœur du dispositif. Et qu'on va, c'est bien dire, on va à son écoute. C'est ce qu'a dit Pasteur tout à l'heure. C'est ça l'écoute active. On se met à sa place. On va dans son univers. Ça sert à rien de donner un traitement et une ordonnance à une personne qui va sortir de l'hôpital si on ne sait pas dans quel univers elle vit. Comment il y a des choses à la maison qui se font différemment. Comment claniquement il y a des choses qui se posent. Comment le système existe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit il y a des constats d'échec en Nouvelle-Calédonie, je vais parler de ce que je connais, sur l'observance des traitements, sur l'alliance thérapeutique. Il y a beaucoup de médecins qui se plaignent de ça. Mais à quel moment on est rentré dans la représentation des Océaniens au sens large, parce qu'on a la même chose pour les Wallisiens, les Futuniens, les Tahitiens, ou les Nivanuatu qui viennent se soigner ici. À quel moment on est rentré dans leur approche à eux, dans leur système, dans leur univers, qui font que eux, quand ils rentrent, ils partent de l'hôpital, ils retournent dans leur quotidien en fait. C'est ça. On a bloqué. Alors ça a ses avantages bien sûr pour pouvoir amener des bonnes habitudes. Je pense par exemple aux hospitalisations qui sont un peu longues et qui permettent à la personne de faire son éducation tranquillement. Mais si on ne prépare pas sa sortie, si on ne prépare pas avec la famille, avec le clan, avec l'entourage, le retour à domicile, tout ce qu'on fait, c'est perdu. C'est perdu, c'est voire même pire après. Donc ça coûte encore plus cher. Donc c'est un vrai travail en amont, c'est ça la promotion de la santé. C'est la promotion de la bonne santé. C'est développer les bons comportements de santé dans la culture de l'autre. Plus on fera ça, plus on fera des économies. C'est un message. Oui, je parle un peu du rapprochement. Ce rapprochement aussi, c'est très important. On va s'approcher vers le patient. Par exemple, spirituellement, quand on fait les prières à la maison, c'est tous les jours. On fait la prière, on prie pour les malades. Mais le malade a besoin aussi de cette approche envers eux tous les jours. Parce que avec cette approche, ça réduit la distance entre la prière à la maison ou le malade. Mais le malade a besoin aussi que l'aumônier soit là aussi auprès du malade, c'est sa présence.
Et c'est très important aussi, parce qu'après le commentaire tout à l'heure, je suis très touché, parce que par rapport à la manière de s'approcher envers les malades, de discuter. Et ici, ce n'est pas encore le cas. Il y a des malades qui ne parlent pas, qui ne discutent pas, qui regardent l'aumônier, mais c'est le silence. C'est le silence. L'aumônier, il va toujours essayer de trouver quelque chose pour accompagner le malade dans son silence. Des fois, il y a des malades qui ne parlent pas, qui sont là. Il y a des malades qui discutent, par contre, qui prennent des heures, des minutes avec l'aumônier pour discuter. Pour échanger. Pour échanger, partager avec lui ses souffrances, l'amener aussi à s'en sortir de sa situation. Être à l'écoute. Être à l'écoute et partager les souffrances. On l'a vu, pasteur, dans le documentaire, les patients hospitalisés ne sont pas les seuls à bénéficier du soutien des accompagnateurs spirituels, pour utiliser le terme exact, monsieur Olepa. Il y a aussi les personnels soignants qui, eux aussi, manquent de temps d'écoute. Et quand ils sont confrontés à des situations sensibles comme la mort d'un patient, par exemple, ou le choix de poursuivre ou non certains traitements. Alors, pasteur, vous arrive-t-il de passer du temps également avec un médecin ou une infirmière, justement pour partager ses souffrances, pour l'écouter? Là, c'est pas souvent. C'est pas souvent que je prends du temps avec les médecins, mais... Et aussi avec les infirmières, pas souvent. Pas souvent. Oui. Quand je rentre dans le service, il y a l'accueil, il y a de l'harmonie qui sont toujours là, mais ils ne passent pas leur temps à discuter avec l'aumônier. L'aumônier fait son service, après il part. Bon, pas pour l'instant. Oui, voilà. Pour l'instant, ils n'ont pas encore besoin. Et par contre, Chantal Barbe. Chantal Barbe, docteur, elle est bien. Elle discute beaucoup avec l'aumônier. Si je peux me permettre de rajouter un élément quand même qui est important de ce que vient de dire pasteur, c'est qu'il y a beaucoup d'usure chez les professionnels de santé, comme chez les professionnels de... Prochaine question, est-ce que le plan d'Okamo justement prend en compte aussi ces besoins des personnels soignants? Parlez d'usure, monsieur Olepa. Il y a deux réponses. La première, il y a ce que vient de dire pasteur, c'est-à-dire que chez les professionnels, il y a des outils qui sont utilisés quand il y a le temps, quand il y a l'argent, quand il y a la volonté aussi de la direction. Tout à l'heure, pasteur a parlé de la formation des pasteurs, mais il y a aussi une volonté des directions d'hôpitaux de vouloir aussi avoir ces approches-là. Donc c'est aussi une volonté administrative. Chez les professionnels de santé, particulièrement je pense aux infirmiers ou chez les travailleurs sociaux, il y a de l'analyse des pratiques, il y a une supervision, il y a aussi, plutôt chez les travailleurs sociaux, une quête du sens du travail. On voit bien dans le documentaire, à un moment on se pose la question, mais on fait ce travail pour quoi faire en fait? Quel est le sens? Comme dit pasteur, c'est autant pour le patient que pour celui qui l'accompagne, qui va le soigner. Et ça c'est important parce que il y a une question, tout à l'heure je parlais d'éthique, pour les professionnels qui se posent. Mais l'éthique, c'est pas juste quand on a un problème. L'éthique, c'est pas juste quand il faut faire le choix d'une transplantation ou d'envoyer quelqu'un qui est très en difficulté dans une EVASAN, etc. C'est pas juste ça. C'est aussi dans le travail de tous les jours. Quand on voit des gens qui sont en souffrance et que nous-mêmes, on reçoit la souffrance parce qu'on est des soignants, comment nous-mêmes, on est accompagnés individuellement et collectif, parce que c'est un travail d'équipe. Si c'est juste pour répondre à des objectifs administratifs et professionnels, on finit à un moment par être usé. Il faut savoir que une infirmière qui est diplômée, elle sait qu'à partir du moment où elle est diplômée et jusqu'à 8 ans de travail, après, elle va être complètement usée, fatiguée, et qu'elle, voire même pour certaines, être en burn-out. Et on le sait. Mais on ne fait rien pour changer ça. Dans le plan d'Okamo, il y a une partie sur le bien-être au travail, parce que là on parle du travail. Ces gens-là, ce sont des professionnels. Donc il y a le bien-être au travail de la question pour tous les professionnels. Donc on part de très loin. Et là, je salue l'initiative de la direction du travail et de l'emploi du gouvernement, qui est en train de travailler sur un texte sur le bien-être au travail pour tout le monde.
pour absolument tout le monde, en plus de la prévention des risques psychosociaux, de la sécurité au travail, de l'ergonomie, etc. Il y a la question pour les professionnels aussi qui se pose dans le cadre des professionnels de santé et de l'aide, qu'est-ce qui est fait au quotidien? Et ça, c'est à l'intérieur de leur institution qui peuvent travailler ça. Ils ont des ressources comme par exemple Pasteur. Il y a des ressources aussi avec des psychologues, il y a des ressources aussi avec, je pense à des sociologues, je pense à des travailleurs sociaux qui travaillent dans le cadre de la protection judiciaire, des associations notamment qui travaillent avec des sociologues kanak sur la question de en fait quelle est l'approche, parce qu'en fait on produit quelque chose pour accompagner une personne qui est en souffrance, mais est-ce que ça répond à sa souffrance? Est-ce que ça répond à ce qu'elle a besoin dans la société dans laquelle elle vit? D'où le travail avec un sociologue, d'où le travail aussi avec un psychosociologue ou avec un psychologue qui est encore une autre chose. Et je pense que c'est important de pouvoir s'appuyer sur des ressources locales. Existantes. Locales. Avec des initiatives locales. Voilà, parce que Pasteur Kaloye, c'est pas un Suisse. Pasteur Kaloye, il vient du pays Nedjehou, il parle la langue, il a la représentation, il sait ce qui se passe dans la société. Et donc, du coup, il peut aussi amener son expertise, son regard, pour aider à l'analyse et pour permettre aux professionnels de santé d'avoir une approche plus précise et plus fine de l'accompagnement qu'il doit faire pour les patients océaniens, autochtones et les gens de l'IFU, par exemple. On rappelle quand même la signification de Dokamo, l'être épanoui. L'être épanoui, l'être tout à fait, l'être debout sur le vrai pays, puisque c'est le Dokamo sur le Doneva, mais c'est aussi ce qu'on nous on rajoute, c'est qu'ici on est en Océanie et qu'on est un petit pays aussi, puisqu'il y a des non-océaniens, il y a des Calédoniens de différentes origines, et ces Calédoniens, ils vivent beaucoup la solidarité collective, ils vivent beaucoup le fait d'être en relation. Et être en relation contribue à la bonne santé. Et la santé, c'est moi je dis, c'est la plus grande richesse des Calédoniens. C'est pas le nickel. C'est pas le nickel, c'est la santé. C'est le fait d'être avec les autres. La première richesse d'un pays, c'est la ressource humaine. Voilà. C'est une citation d'un pays bien connu, encore une fois. Donc on vient de voir à l'instant un extrait d'un texte là que l'on va revoir. Il y a un document de présentation justement du plan Dokamo accessible sur le site santépourtous.nc. Et au début de ce document de 140 pages, en introduction, on nous précise que le plan de santé Dokamo, voilà, vous voyez à l'antenne, s'inscrit dans l'esprit de la définition de l'OMS adoptée en 1946 et inchangée depuis. Je cite, la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Ça veut dire que la dimension spirituelle est bien présente dans le plan Dokamo. Tout à fait. Alors, on confirme ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Voilà, et c'est pour ça que je dis être en relation, parce qu'il y a bien et social. Il ne faut pas oublier le et social, et Pasteur a raison en disant qu'il y a de la cohésion sociale à aller chercher. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, dans le débat politique et administratif, on a oublié le débat social et culturel. Dans le rééquilibrage économique, on a oublié le rééquilibrage social et culturel. Et c'est très important parce que finalement, la santé est le cœur de toutes ces actions-là, et le cœur de toutes les politiques publiques. Comme je l'ai déjà dit à certaines entreprises du pays, si les gens ne sont pas en bonne santé, ce ne sont pas des bons acteurs économiques. Bien sûr. Voilà, tout simplement. Donc, si on veut construire un pays, une société, il faut construire aussi une santé globale, une santé générale, une santé qui englobe tout le monde et qui permet de la cohésion sociale, qui permet à tout le monde de retrouver sa place. Et je reprends les paroles de Madame Bernu, qui est la présidente du conseil d'administration des hôpitaux de CHT, CHS de Nouvelle-Calédonie, qui dit, en fait, ici, il y a des solidarités qui sont à la fois occidentales et océaniennes. Et c'est important de pouvoir, pas les mettre en opposition, mais de les articuler, exactement, de les conjuguer. Voilà, et moi, je trouve que c'est une vision très intéressante d'une ancienne qui a travaillé longtemps pour la santé ici en Nouvelle-Calédonie, et qui a une approche qui va vers le fait qu'il faut faire cohésion, il faut être ensemble. Il ne faut pas juste cohabiter, il faut arriver à construire ensemble une solidarité qui fait que quand quelqu'un est en difficulté, malade, ok, c'est une situation aiguë, exceptionnelle, on va l'accompagner, mais on va l'accompagner aussi avant et après ces situations-là, et ça, c'est le bien-être social. Est-il prévu de former plus d'aumôniers comme le pasteur Edouard Kaloye pour intervenir dans les hôpitaux calédoniens? Je sais que vous n'êtes pas les bonnes personnes je ne sais pas, la bonne question, à poser cette question, mais je la lance quand même. Pasteur. Oui, je crois que, Jamie, je disais tout à l'heure que l'aumônerie, c'est aussi un ministère particulier. Particulier dans le sens que c'est hors paroisse, hors tribu. Mais il a vraiment
quelque chose qui est important pour l'aumônerie, c'est aussi il a une mission, il a une vocation d'aller vers les malades. Donc pour moi, ce serait mieux, par rapport à ta question, d'avoir plus d'aumôniers dans les hôpitaux, et parce que je constate là à Nouméa que je ne peux pas faire tout seul le travail. Cette fois, j'ai un groupe, c'est un groupe bénévole qui m'accompagne, mais je pense qu'il faut aller plus loin, de former plus. Mais est-ce que Bethany, justement, prend en considération cette, c'est pas ce problème, c'est juste une interrogation. Le problème n'existe pas. Que des interrogations pour soulever les solutions. Est-ce qu'il y a des jeunes à l'école, des jeunes pasteurs qui seraient intéressés justement pour venir compléter et continuer le travail que vous faites au sein des hôpitaux? Oui, ça suscite des vocations. Oui, c'est le souci. Actuellement, l'Église est en train de voir le statut de l'aumônier. Parce qu'à la sortie de Bethany, il est lâché comme ça dans les paroisses. Là, actuellement, il n'y a pas de statut encore. Pas que je sache, moi je ne sais pas encore. Non, on nous laisse comme ça, soit l'aumônerie des prisons, des collèges et lycées, comme ça. Mais c'est des aumôniers qui restent dans les paroisses. D'accord. Donc il fait le double travail. Donc en plus de donner le culte le dimanche. Le dimanche et l'accompagnement à la vie chrétienne. L'AVC dans le collège et lycée. C'est l'AVC, accompagnement à la vie chrétienne dans le collège. Donc moi je pense que l'Église doit former encore des pasteurs aumôniers, concernant uniquement pour les hôpitaux ou prisons. Donc, parce qu'il y en a des pasteurs qui sortent, qui disent que je ne suis pas fait pour l'aumônier. Non, parce qu'ils préfèrent rester dans la paroisse, mais je crois qu'à Bethany, il peut le faire. On encourage l'Église à former des aumôniers vraiment pour les hôpitaux. Moi j'ai une question à poser aux pasteurs. On voit dans le documentaire qu'il y a beaucoup d'anciens en fait c'est des gens qui ont plus de 55 ans dans le documentaire, qui sont plutôt des anciens et qui, même s'ils ne croient pas, laissent l'accompagnateur spirituel venir. Est-ce que les jeunes dans les hôpitaux ou au camp Est vous sollicitent en tant qu'aumônier pour parler du sens ou de la chrétienté ou plus largement de la spiritualité? Il y a des appels. Il y a des appels vraiment des jeunes, parce qu'au Medipôle, par exemple dans les hôpitaux, ce n'est pas uniquement les croyants qui sont là-bas. Voilà, justement, allez-y, pasteur. Ce n'est pas les croyants ou des personnes qui ont des religions. C'est n'importe qui. Tout là-bas, c'est l'humain qui est au centre, des hôpitaux. Donc nous, on est là pour tout le monde. Voilà. On ne fait pas de distinction. Je ne veux pas savoir, mais quand tu es malade, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? Mais de quelle église tu es? Non, moi je suis là pour accompagner vraiment le malade dans sa souffrance, être avec lui dans ses inquiétudes pour l'avenir, à la sortie. Ça. Ouais, je vous posais cette question parce qu'on dit souvent les jeunes, ils s'en moquent, ils ne croient plus en grand-chose, ni en la politique, ni en la science, ni en la religion. Est-ce que justement aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe à l'échelle de la planète, ils pourraient être découragés parce qu'eux sont très connectés. Et ce qui se passe comme angoisse peut les toucher aussi. On voit le taux de suicide notamment chez les jeunes garçons kanaks, qui est plus important. On pense aussi à la question du mal-être. Moi, c'est celle-là qui m'interroge et je me dis, mais le mal-être, il est lié souvent à l'orientation qu'on a dans notre vie, au sens, et comment les autres portent un regard sur nous et nous acceptent tels que nous sommes finalement. On l'a vu, l'approche n'est pas prosélyte. Il ne s'agit pas de convaincre qui que ce soit de croire en Dieu, comme on vient de l'évoquer. Pasteur, c'est délicat comme positionnement, comme vient de le demander Pierre, parler de spiritualité à des athées. Est-ce que c'est facile ou difficile? Je ne veux pas dire, Jamie, que c'est facile ou difficile. Moi, ce qui est essentiel, c'est la mission. Ce que j'apporte quand même, c'est une grâce qui vient vers le malade. Donc, il y a souvent que moi, je rentre dans un service, je ne demande pas est-ce que tu crois en Dieu.
même en rentrant dans le service, le bonjour, pour moi, j'ai vu dans le film tout à l'heure, le bonjour, moi, c'est rare que je dis bonjour aux malades, alors qu'ils sont en mauvaise situation. Que je ne veux pas poser la question, alors ça va ou c'est fini ce discours-là, je ne peux pas dire ça. Il faut rentrer, peut-être trouver autre parole, autre mot, méthode d'approche au malade. Parce que souvent, quand tu dis bonjour, le malade il te regarde de travers comme ça, jusqu'à ce que tu vas sortir, mais il n'a jamais ouvert la bouche. Donc c'est des malades, ça. Et je suis là pour quand même apporter, mais il faut que l'aumônier, pasteur aumônier, doit toujours être au-delà de la pensée humaine, en accompagnant le malade qui est là, dans sa souffrance. Pasteur Kaloye, vous célébrez également l'office tous les dimanches matins au Medipôle. Racontez-nous comment ça se passe. Donc, oui, c'est mon lieu de culte. J'ai un groupe qui est toujours avec moi. Et c'est tous les dimanches. C'est l'Église catholique qui commence avec le Père Jean-Paul, avec le Père Guilhem, il commence à 9h. 9h, il termine à 10h15. Donc moi, pour les protestants, c'est à 10h30. C'est chacun 1h, 10h30. Eh bien, je fais le culte. Vous avez des personnels soignants, des malades, ou des personnes qui vivent aux alentours de Dimbert, qui viennent assister au culte. Il y en a plein, des personnes de quartier, de DSM, et aussi avec les malades. Les malades, dans la semaine, je passe dans les services en leur rappelant que demain c'est le dimanche. S'ils ont besoin d'être accompagnés, s'il y en a qui veulent descendre, ils descendent, accompagnés aussi par les infirmières et aussi avec d'autres personnes, le personnel. De toute façon, le personnel, ils sont toujours là, qui font le week-end. Donc, ils sont toujours là, accompagnés aussi les malades. Et là, le culte, c'est adressé à Dieu, mais c'est avec eux aussi qu'on est ensemble là-bas. On les accompagne, même s'ils sont dans les chambres, mais on pense aussi à eux dans nos prières. Et il y a aussi, par exemple, la Sainte-Seine. Le premier dimanche du mois, je fais le repas de la Sainte-Seine. Et je passe aussi dans les services. Après la prière, après le culte de Sainte-Seine, je vais prendre mon temps pour aller amener la Sainte-Seine, le repas de Sainte-Seine dans le service. Et aussi même jusqu'à Nouville, même au CSR. C'est tout ça. C'est tout un travail que je fais le dimanche. Vous accompagnez aussi les personnes en situation de handicap. Voilà. Et quand ils ont besoin, je n'impose pas, mais je vais toujours passer la semaine pour les voir. Il y en a des ecclésias, il y en a qui ont besoin. Il y en a même dans la semaine qui m'appellent que j'ai besoin de communion. Automatiquement, je prépare pour les amener là. Un beau travail de proximité. C'est pas difficile en ce moment avec les gestes barrières. Ça a été, surtout pour le Covid-19, où vous êtes bienveillants, très proches. Là, on demande d'être proches, mais de maintenir aussi des gestes barrières. Pendant le mois de Covid-19, on reste en bas. On a fait 2 dimanches de culte, mais à moins de 20 personnes. C'est le groupe, mais on ne fait pas de visite. Ok. On arrive à la fin de cette émission, de cet entretien. Messieurs, dernière question pour Pierre. Le plan d'Okamo, on en parle beaucoup, mais c'est pour quand? Le plan d'Okamo, il a déjà commencé, en fait. Il a même commencé avant que les élus du Congrès statuent en 2018 sur le plan, à l'unanimité. En fait, il y avait des actions qui n'avaient pas besoin d'un cadre réglementaire ou qui n'avaient pas besoin de financement et qui ont déjà débuté. Je pense au réseau autour de la question des 1000 premiers jours de vie, par exemple. Et il y en a d'autres qui ont débuté plus lentement. Et la plupart des actions qui sont entre les provinces, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les communes, les associations, les acteurs de santé, les acteurs en lien avec la santé, puisqu'il y a des acteurs qui ne sont pas directement des acteurs de santé, je pense au monde de l'enseignement par exemple avec la santé scolaire, mais qui sont en lien avec la santé, ont pris le temps qu'il fallait. C'est très important. Comme c'est une réforme profonde de la façon de faire de la santé publique en Nouvelle-Calédonie, c'est très lent et très long en même temps.
Donc ça c'est important et maintenant le principal du plan est articulé sur la prévention et la prévention il faut investir dessus pour pouvoir avoir des résultats à long terme sur 10, 15, 20 ans. Sur 10 ans déjà on voit pas mal de choses et là maintenant tout le débat est de construire solidement un cadre juridique sur la promotion de la santé, on en a parlé tout à l'heure, la prévention. Alors la spiritualité est un élément, c'est pas le plus grand, mais l'ensemble du travail porte sur l'alimentation, la lutte contre la sédentarité et l'activité physique bien-être. Promotion de la sécurité alimentaire. Exactement, et l'activité physique qui est importante puisque vous n'êtes pas sans savoir que la sédentarité c'est la première cause de mortalité évitable dans le monde. C'est une perte de 1% du PIB pour un pays, comme le nôtre, c'est quand même c'est important, c'est pas négligeable. Et travailler sur l'activité physique, un peu comme les vieux qui allaient au champ pour aller chercher des bons aliments et revenir avec plutôt que d'aller au magasin en pick-up. Ça pourrait faire l'objet de notre sujet pour une émission, parce qu'il y a des initiatives qui sont lancées. Tout à fait, exactement, de part et d'autre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, la démocratie sanitaire, qui va avec la promotion de la santé. C'est un changement de gouvernance du système de santé en entier. Mettre les citoyens usagers au cœur du dispositif, donc faire de la démocratie sanitaire, c'est un changement très profond. Vous avez les manettes entre les mains, allez-y et on vous appelle. Voilà, les élus du Congrès actuellement et le président Santa au gouvernement sont très sensibles à cette question. Même si on est dans une contrainte budgétaire très forte avant et depuis le Covid, la santé reste un élément très important. La santé scolaire, l'activité physique bien-être, l'alimentation, la e-santé, tout ça sont des sujets qui sont primordiaux et qui vont être prioritaire dans les mois et années à venir. On va surveiller cette évolution du point A à un point B. Tout à voir fait. La progression. Pasteur Edouard, merci Pierre Ouelepa pour cette dernière question. Pasteur Edouard Kaloya, on va revenir pour finir à l'actualité. Le monde entier traverse depuis plus de 6 mois cette pandémie de Covid-19. Est-ce que vous voyez la crise actuelle, des signes positifs, des prises de conscience, peut-être des raisons d'espérer un monde meilleur? Oui, on espère toujours un monde meilleur après la venue du Covid-19. Et le Covid-19, c'est l'élément qui fait partie de la vie, qui nous rappelle simplement de revoir notre mode de vie et revoir aussi la durée de notre vie. Parce que le Covid-19 est venu, c'est comme si c'était une journée de naissance pour moi et aussi premier jour de mes jours qui restent. Voilà ce que je peux dire pour le Covid-19. Et aussi, j'adresse ma parole à toutes les personnes de ce pays que, concernant la santé, prenez soin de votre vie. Prenez soin de votre corps et aimez votre vie. Donc voilà ma parole pour encourager le peuple calédonien ici à travers la société qu'on traverse aujourd'hui. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation, d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve, quant à nous, chers téléspectateurs, le mois prochain pour un nouveau numéro de Sans Tabou. Bonne santé et bonne soirée. Merci. Merci. Merci beaucoup.